Chaîne parlementaire. Notre invité ce matin est secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts et tête de liste au régional en Île-de-France. Julien Bayou, bonjour. Bonjour. Une policière municipale attaquée au couteau hier matin près de Nantes. Elle est toujours hospitalisée. 2 gendarmes sont légèrement blessés. L'assaillant est mort après un échange de tirs avec les forces de l'ordre. Il était schizophrène et radicalisé. Il venait de sortir de prison. Je voudrais qu'on écoute ensemble ce que disait le procureur de la République de Nantes et vous réagirez ensuite. Cet individu participait activement au suivi judiciaire. Il collaborait parfaitement aux mesures judiciaires et aux obligations qui lui étaient prescrites, et aussi qu'il suivait scrupuleusement les soins qui lui étaient imposés dans le cadre de l'injonction de soins. Donc il y a eu un suivi post-peine par le juge d'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation qui me paraît tout à fait satisfaisant. Voilà, pas de faille judiciaire, pas de faille dans le suivi. Qu'en pensez-vous, Julien Bayou? Déjà, je me réjouis que la policière qui a été attaquée semble hors de danger. En tout cas, le pronostic vital est plus engagé. De ce que j'ai suivi des propos du procureur, effectivement, il y a eu un suivi post-peine. Je crois qu'il a purgé 6 ans de prison. Et puis, puisqu'il est, alors faut-il dire, malade psychiatrique ou déséquilibré, ou en tout cas des problèmes psychologiques lourds, voilà, profonds, il y a eu un suivi effectivement apparemment 30 mars, 30 avril, même tout récemment encore début mai. Donc moi à ce stade, je n'ai pas beaucoup plus d'éléments que vous en fait. Mais est-ce que pour vous, ça relève d'une attaque qui pourrait être terroriste, et pour l'instant c'est pas le cas parce que cet homme est radicalisé, ou de l'acte d'un fou? Écoutez, le problème c'est que quand le procureur de Nantes lui-même vous dit qu'il ne sait pas, c'est compliqué pour moi qu'il y ait beaucoup moins d'éléments de me prononcer. Ce que je peux que constater, malheureusement, c'est que la police est de plus en plus victime d'attaques. Alors justement, ça devient un peu quotidien, ça s'installe dans le climat. Attaques, agressions, attentats contre les forces de l'ordre. Effectivement, pour le moment, il y a une enquête et on va voir. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous proposez pour protéger ceux qui nous protègent? Mais déjà, je crois qu'il faut plus de moyens. C'est-à-dire que les personnes qui parlent de démarches sécuritaires depuis des décennies sont les mêmes qui ont réduit le nombre de policiers. C'est Nicolas Sarkozy, c'est Valérie Pécresse, quand elle était ministre du Budget, qui ont entériné cette folie finalement très dogmatique du non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2. Ce gouvernement crée 10 000 postes. Oui, on n'y est pas encore, parce que le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2, cette vision vraiment dogmatique qui considère les fonctionnaires de police, des hôpitaux ou de l'enseignement comme des dépenses et non pas comme un investissement, ça conduit aujourd'hui au fait qu'en 2021, nous avons moins de policiers et gendarmes qu'en 2007. Alors que la population a augmenté. Vous voyez, plus de moyens en effectif. Plus de moyens en effectif, pérennes. Parce que souvent, quand le ministre de l'Intérieur, quand il s'occupe pas des cantines scolaires ou autres et qui daigne s'intéresser à la sécurité publique, amène des renforts ponctuels qui sont absolument pas pérennes pour faire des démonstrations de force, notamment dans le nord-est parisien qui est laissé dans la difficulté, dans la détresse face à la consommation de crack. Il peut faire des descentes ponctuelles, mais l'enjeu c'est des renforts de moyens pérennes. Et la réponse pénale dont on nous parle beaucoup, on nous dit il faut plus de réponses pénales, il faut sanctionner plus durement encore. La réponse pénale, la personne qui pense que ça n'est que avec la pénalisation que vous pouvez prévenir des crimes, est un faible d'esprit. C'est une citation, de la théorie des peines et des délits. Réclament davantage de réponses pénales, de peines, notamment pour les agresseurs des forces de l'ordre. Et c'est d'ailleurs été voté cette semaine à l'Assemblée nationale. Marine Le Pen, il me semble qu'après une peine de sûreté de 30 ans, enfin je ne sais pas ce que vous pouvez demander de plus. Encore une fois, ça n'est pas forcément la réponse pénale. Je dis pas qu'il n'en faut pas. Il y en a une, elle est plutôt sévère, disons appropriée, comme vous le souhaitez. Mais ça n'est pas en l'augmentant, en faisant comme aux États-Unis des life sentences, des à perpétuité ou double ou triple perpétuité, que ça va changer quoi que ce soit à la situation de détresse des policiers. J'insiste parce que pour le coup là il y a une tromperie, il y a une arnaque à l'égard des policiers qui manque par ailleurs cruellement de moyens. C'est-à-dire que si on s'intéresse à l'Île-de-France, à Drancy, à Guyancourt, pour des agglomérations de 100 000, 110 000 habitants, vous avez qu'une ou deux voitures la nuit.
Donc qu'est-ce que vous voulez faire? C'est-à-dire si vous avez un trouble de voisinage et un cambriolage, vous devez choisir en fait. Dans le 10e arrondissement qui abrite la gare du Nord, la plus grande gare d'Europe, vous n'avez qu'une voiture la nuit. Est-ce que le problème n'est pas aussi dans les prisons là, en l'occurrence? Non, mais attendez, mais c'est important parce que quand les ministres ou l'extrême droite parlent réponse pénale, c'est une manière déguisée d'accabler la justice, qui est déjà par ailleurs en profond manque de moyens. Mais c'est surtout une manière de ne pas répondre à la question du renfort de police nationale sur le terrain, formée, outillée. Ça n'est pas une manière d'esquiver la question de la police de proximité. Il y a une réponse gouvernementale sur les effectifs, sur les caméras piétons, sur les moyens, sur les voitures, sur la rénovation de commissariats. Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Vous avez les commissariats toujours dans l'Essonne. Essonne qui concentre la moitié des RICS en Ile-de-France, c'est pas juste des faits divers, c'est une tendance lourde. Vous avez les commissariats sur le Val d'Isère, Val de Seine qui ont été regroupés, commissariat central à Montgeron, ce qui fait que du coup, on a moins de policiers, c'est un fait, à Brunois. Sur la prison. La question en fait, sur la prison. Pardon, quand vous éloignez le commissariat central, vous éloignez l'intervention. Les cas psychiatriques en prison. Est-ce qu'il faut davantage de moyens pour s'en occuper, pour éviter justement d'avoir des gens qui basculent dans une radicalisation parce que ce sont des publics fragiles. Il faut un suivi psychiatrique et c'est l'Observatoire international des prisons qui constate qu'il y a beaucoup de personnes en détresse psychiatrique qui n'ont pas leur place en prison et qui devraient être suivies dans un centre approprié. Ça ne veut pas dire qu'ils ont le droit de sortir, hein. C'est des centres où vous êtes finalement enfermés, mais c'est des centres psychiatriques adaptés. Sur la radicalisation en général en prison, qu'est-ce que vous proposez à Europe Écologie Les Verts? C'est un sujet très compliqué. Est-ce qu'il faut, vous croyez à ces travaux de cellules de déradicalisation ou c'est peine perdue? Je crois que les travaux sur la déradicalisation ont été en demi-teinte. C'est une manière un euphémisme de le dire. Notamment la folie qui consistait à regrouper les individus dangereux. Qui de fait s'entraînaient et se formaient entre guillemets entre eux. Il y a une question qui est un peu taboue, c'est la question des aumôniers musulmans qui, pour le coup, pourraient avoir un échange sur la religion et peut-être corriger la vision absolument dévoyée de l'islam que certains et certaines détenus peuvent développer. Donc il en manque. Il en manque et ils ne sont même pas rémunérés. Donc soyons clairs, si on s'intéresse à cette question, et dans ce cas-là, il faut que les personnes qui connaissent un peu la religion puissent intervenir et échanger avec ces détenus. Julien Bayou, invité du 8h30 France Info, voici le fil info, Diane Ferchit, 9h-20. 5000 spectateurs assisteront ce soir au premier concert test en France. Indochine et le DJ Étienne de Crécy à Paris-Bercy. Les volontaires ont été testés. Ils devront garder le masque, mais il n'y aura pas de distanciation sociale dans la fosse. Une expérimentation en vue de la reprise des concerts debout à la rentrée. Les festivals cet été doivent, eux, se tenir assis. Pour stopper la transmission du coronavirus, il faudra vacciner 90% de la population, y compris les enfants. Réagit l'épidémiologiste Arnaud Fontanet. L'Agence européenne du médicament a donné son autorisation hier pour utiliser le vaccin Pfizer sur les 12-15 ans. L'auteur de l'attaque à la Chapelle-sur-Erdre en Loire-Atlantique avait purgé sa peine. Elle n'avait pas été aménagée, précise le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. L'assaillant, un homme de 39 ans, s'en est pris au couteau à une policière municipale au commissariat avant de prendre la fuite avec son arme et de tirer un peu plus loin sur des gendarmes. Cela avant d'être abattu. Il s'agit d'un multirécidiviste schizophrène et radicalisé en prison. Une enquête a été ouverte pour tentative de meurtre, mais une qualification pénale en lien avec le terrorisme pourrait être retenu en fonction de l'avancement de l'enquête. Les supporters britanniques sont déjà nombreux à Porto. 12 000 places leur sont réservées au total dans le stade du Dragon pour la finale de la Ligue des Champions, finale 100% anglaise. Chelsea face à Manchester, c'est à 21h. France Info. Julien Bayou, tête de liste Europe Écologie Les Verts au régional en Ile-de-France, et l'invité du 8h30 France Info ce matin, Myriam Ankawa. Oui, vous n'étiez pas en tant que patron d'Europe Écologie Les Verts à la manifestation des policiers le 19 mai dernier, contrairement à Yannick Jadot qui s'en est expliqué sur France Inter. Quand vous avez la CGT, la CFDT, l'UNSA qui appellent à manifester, ce ne sont pas des factieux. Et moi, je ne vais pas vous dire que je suis à l'aise avec le syndicat Alliance. Je ne vais pas vous dire que je suis à l'aise avec les discours du syndicat Alliance. Mais y compris quand le terrain devient très difficile, eh bien, on ne l'abandonne pas à nos ennemis politiques. On va sur le terrain, on va se battre, on va expliquer. Ne pas abandonner le terrain. Il a eu raison ou il a eu tort? Moi, je ne considère pas que c'est abandonner le terrain. Nous avons
avons fait le choix de ne pas y aller parce que finalement ça virait à la manifestation un peu corpo. J'avais lu avec attention le communiqué de la CGT Police qui était très droit. Mais finalement, ce qui prédominait, c'était la demande de peine planchée, de peine de sûreté, et donc en fait la mise en retrait du juge, tout simplement. Mais chacun fait ce qui lui plaît au sein des Verts. Comment ça fonctionne ? C'est une atteinte absolument intolérable à l'égard de la justice indépendante et du rôle du juge dans l'individualisation des peines. Donc le fond de l'affaire, vous disiez le fond de l'affaire, c'est que dans cette manifestation, il y avait une grande confusion. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? C'est quand même impossible, candidat à la présidentielle, Yannick Jadot. Donc nous considérions qu'il ne fallait pas y aller. Mais c'est une décision, moi je vous le dis, je l'ai prise très tard, parce que si ça avait été un hommage à la préfecture, devant un commissariat, à Beauvau, au ministère de l'Intérieur, nous aurions été les premiers. Évidemment qu'il faut rendre hommage, et d'ailleurs je l'ai fait en commençant l'entretien, à ces policiers qui prennent tous les risques et parfois le payent au prix de leur vie pour nous protéger. Ne pas abandonner la sécurité à l'extrême droite, vous êtes d'accord avec Yannick Jadot sur cette question-là ? Mais je vous dis, en fait, les turiféraires de la sécurité propose des très mauvaises solutions. Encore une fois, c'est Nicolas Sarkozy qui a supprimé la police de proximité. On le paye encore aujourd'hui. C'est Nicolas Sarkozy qui a bouleversé, désorganisé les services de renseignement et limité la coopération européenne. On le paye tout se encore passe bien, juste d'un point de vue politique avec Yannick Jadot, parce qu'on a l'impression qu'il prend des décisions sans Vous en avez parlé avec lui ? Bien sûr qu'on lui a parlé, bien sûr. C'est un peu la même chose aussi avec l'Union de la gauche, si vous n'avez pas prévenu. Oui, mais là, vous voulez peut-être parler de ça. On y vient quand vous voulez. C'était la question de vos relations avec Yannick Jadot. Je vous répondais sur la sécurité, parce que pour moi, c'est pas un sujet qu'il s'agit d'écarter. Mais simplement, les réponses aujourd'hui sont mauvaises. Je le redis, quand on baisse le nombre de policiers, moi je prends pas de leçon de la part des gens qui ont baissé le nombre de policiers, alors que l'ensemble de la population, y compris et en particulier dans les quartiers populaires, constate qu'il y a par habitant moins de policiers dans les quartiers populaires que dans les quartiers riches. Donc sur cette manifestation, vous lui aviez dit qu'il ne fallait pas y aller ? J'avais dit, nous sommes en attente. On est en train d'en discuter et lui, il a fait le choix d'y aller. Je comprends les personnes qui y sont allées pour rendre hommage à la police. Mais par contre, évidemment, pour vous ne comprenez pas. Je vous dis, je vous réponds. Il est hors de question de s'associer à des slogans qui visent à critiquer la justice, remettre en cause l'état de droit. Mais je vous dis, la situation était confuse. On a même un ministre de l'Intérieur qui est allé manifester contre son propre gouvernement, pendant que le garde des Sceaux lui-même défendait un projet de loi sur la justice à l'Assemblée. Je crois que c'était vraiment une période de confusion. Et donc nous, on s'en tient à des principes clairs, respect de l'état de droit, constat d'un malaise dans la police, constat que les soi-disant solutions proposées ne sont pas les bonnes, et constat également d'un désarroi dans la justice par manque de moyens notamment. Alors on va parler de votre campagne en Île-de-France. Tous écolos. Vraiment, quand on regarde les programmes, c'est frappant. Tout le monde en parle. C'est pas une difficulté pour les Verts quand même d'avoir perdu le monopole de l'écologie ? Au contraire, vous savez, le militant écologiste ne peut que se réjouir quand, au moins dans les discours, toutes les pensées sont vertes. Vraiment. Enfin, je le dis vraiment sans aucune calcul, arrière-pensée. Vous êtes militant écologiste. Je discute de temps en temps avec mon homologue Alain Fousseret, qui était secrétaire national en 1989. Il faut se rendre compte de ce que ça veut dire. De parler de dérèglement climatique alors que dans les pensées, le GIEC n'a pas encore multiplié les rapports, que le consensus scientifique n'est pas aussi net et lourd et massif, que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, n'a pas classifié encore le diesel comme cancérigène, que les perturbateurs endocriniens n'ont pas de définition précise, vous voyez. Donc aujourd'hui, tout le monde en parle, mais nous on était là avant. Depuis le départ. Et surtout l'avenir. Parce que qui le fait ? Par exemple, la Convention citoyenne pour le climat a fait un travail merveilleux, 149 propositions, un programme cohérent, très concret, la transition écologique dans la justice sociale. Et Emmanuel Macron a dit, contrairement évidemment à toutes ses promesses, bon bah merci, et puis hop, à la broyeuse. Le projet de loi... pas toutes les propositions, certaines ont été reprises dans la loi climat. Non, attendez, le Haut Conseil pour le climat constate que ça n'atteint que 10% de l'objectif et que 90% des propositions ont été sabrées. Parlez-nous de vos propositions. Celles et ceux qui mettent en œuvre les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, c'est nous. Ce sont les maires écologistes et demain les régions écologistes. J'en veux pour preuve la présence d'Annick Pata,
qui est membre de la Convention citoyenne pour le climat, yvelinoise, et qui figure sur ma liste, et qui demain sera la garante de la mise en œuvre de ces propositions. Alors à quoi ressemblera la région si vous êtes élu avec ce Green New Deal? C'est votre mesure phare, vous mettez 3 milliards en 2 ans. Concrètement, vraiment, ce qui va changer, qu'on se figure les choses? Le Green New Deal, c'est le constat qu'il y a 1 million de personnes au chômage en Ile-de-France, que les inégalités s'accroissent, et qu'il y a un péril qui s'appelle le dérèglement climatique. Et que donc, la solution, la bonne nouvelle, c'est que les activités les plus écolos sont les activités les plus créatrices d'emplois. Et nous voulons mettre le paquet pour atteindre ces 200 000 emplois dans la transition écologique. Oui. C'est la rénovation thermique. La bonne nouvelle, quand on rénove chez vous, on fera comme les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, un 0 avance, 0 reste à charge pour les ménages les plus vulnérables. Moi, je suis allé à Aubervilliers, chez Chantal par exemple, 700 € les mois d'hiver d'électricité, ça c'est pas possible. Donc le fait de rénover, c'est un gain de pouvoir de vivre, c'est même une question de dignité, de bien-être, de santé, et puis c'est de l'emploi très concret pour nos petites et moyennes entreprises. Nous voulons privilégier les petites et moyennes entreprises. L'économie circulaire, la réduction des déchets, c'est 30 fois plus d'emplois que le fait d'aller les enfouir en Seine-et-Marne, qui est devenue la poubelle de l'Île-de-France. Le réemploi, vous voyez, gain de pouvoir de vivre, limitation évidemment de la prédation à l'égard des ressources, et puis c'est aussi une logique d'insertion. J'étais avant-hier avec Yannick Jadot d'ailleurs, dans le 18e chez Carton Plein, qui récupère du carton et qui fait de la livraison à vélo, des déménagements à vélo. Logique de réinsertion, beaucoup plus d'emplois aux millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça que la région soutiendra demain. Alors, sur le projet d'union de la gauche, vous dites en ce moment que vous êtes le leader de la gauche en Ile-de-France, dans les sondages en tout cas, et donc c'est derrière vous que les autres composantes vont devoir s'unir entre les deux tours. Est-ce que c'est le bon moyen de trouver un terrain commun que de dire c'est derrière moi que ça se passe? Moi, je crois profondément à la centralité de l'écologie. Vous voyez, vous venez d'expliquer que tout le monde en parlait, en tout cas dans les discours, même si Valérie Pécresse aujourd'hui découvre le vélo et qu'en fait elle a passé 6 ans à le combattre. Je crois profondément à la centralité de l'écologie parce que c'est le seul projet politique qui coche toutes les cases, environnementales évidemment, mais aussi justice sociale et démocratique. Et que finalement, il y a 3 offres sur la table, celle du passé fantasmé de Marine Le Pen, le présent Emmanuel Macron pour qui c'est un peu le statu quo, l'humain, la nature sont des marchandises, et puis l'écologie, l'avenir, la lutte contre le dérèglement climatique et contre les inégalités. Et c'est ça qui peut rassembler, et je le constate d'ailleurs dans les mesures que je sonde sur la critérisation des aides, mais c'est massif. Pour l'instant, avec Audrey Pulvar et Clémentine Autain, vous êtes à égalité, autour de 10%. Donc, vous êtes à 11, à 10. En tendance sur les 3... C'est celui qui arrivera en tête, ce sera ça la règle qui rassemblera derrière lui. L'important, ce sont les tendances, et effectivement, je suis devant, alors des fois d'une courte tête, des fois plus largement. Oui, c'est un peu la marge d'erreur. Mais si elle passe à 11 et vous à 10, alors vous la suivez, profondément, c'est l'écologie qui peut rassembler. Vous voyez, parce que même si vous n'êtes pas premier, très concrète comme le choix végétarien quotidien dans les cantines, soutien à l'agriculture, c'est meilleur pour la santé, moins de diabète, moins d'obésité. C'est bon pas un peu tôt pour vous mettre comme ça en avant le chef de cette union? En fait, finalement, le jour du vote, la question c'est pour la qualité de l'air, Valérie Pécresse ou Julien Bayou? Pour les emplois verts, Valérie Pécresse ou Julien Bayou. Voilà. Et moi, je crois profondément qu'il y a une majorité. Je crois profondément qu'il y a une majorité qui choisiront comme ça. La qualité de l'air, les emplois verts, les transports du quotidien. Bien, Julien Bayou, invité du 8h30 France Info. On reprend cette discussion après le fil info. Diane Ferchit à 9h-10. L'émotion encore vive ce matin à La Chapelle-sur-Erdre en Loire-Atlantique. Après l'attaque au commissariat de la commune, une policière a été blessée au couteau. Son agresseur a été tué par les gendarmes après avoir blessé par balle 2 d'entre eux. L'auteur des faits est un multirécidiviste, un Français né en France, atteint de schizophrénie et qui s'était radicalisé en prison. Il participait activement à son suivi judiciaire et suivait scrupuleusement les soins qui lui étaient imposés selon le procureur de la République de Nantes. Se retrouver pour danser, très important pour l'équilibre, affirme sur France Info le DJ et producteur français Étienne de Crécy. Il se produit ce soir en première partie d'Indochine à Paris-Bercy. Premier concert test organisé en France, début des festivités à 17h afin que les spectateurs puissent respecter le couvre-feu. La distribution de vaccins contre le Covid en Afrique est scandaleusement inefficace. Selon le président rwandais Paul Kagame, il met en garde à ne pas construire un mur invisible entre pays vaccinés et non vaccinés. Selon les derniers chiffres de l'OMS, seuls 2% des vaccins administrés dans le monde l'ont été en Afrique. Chelsea face à Manchester City ce soir à partir de 21h à Porto. Manchester qui vient d'être sacré champion d'Angleterre est en quête d'un tout premier succès en finale de cette Ligue des Champions.
France Info. Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, tête de liste régionale en Ile-de-France et l'invité du 8h30 France Info. On sent bien que ça se tend, notamment entre vous et Valérie Pécresse. Vous l'accusez d'être une mauvaise gestionnaire. Elle étrille votre programme en vous renvoyant dans le camp des décroissants, des indigénistes, des communautaristes. Elle dit que votre programme conduirait la région à la faillite économique et républicaine. Est-ce qu'il y a des indigénistes chez les Verts ? Non, mais vous savez, Valérie Pécresse a longtemps été gaulliste, se disait chiracienne, et aujourd'hui, elle-même, je la cite, elle dit le problème, l'ennemi, c'est pas le Rassemblement National, c'est les écologistes. Alors, on peut revenir sur qu'est-ce que ça veut dire, hein, vous voyez, le Rassemblement National, l'extrême droite qui fomente des attentats, qui est un ennemi de la République. Quelle déchéance morale de la part des personnes qui se réclament de Chirac, qui terrorisaient le cordon sanitaire en 1998, de Seguin, qui est quand même pas mon mentor, mais ça m'avait marqué quand il avait dit mais enfin ils vont pas vendre leur âme pour une safrane. Et là vous avez ces héritiers de la droite dite républicaine qui disent non, le danger c'est si on fait 1700 km de voies sécurisées pour les pistes cyclables. Hein, on l'a vu à Lyon, hein, c'était exactement ça quand Bruno Bernard a gagné, président de la métropole, et Grégory Doucet, maire de Lyon. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Vous balayez la critique que vous fait la droite, notamment sur ces questions non, mais je vais vous répondre sur la gestion de la dette. Sur la gestion de la dette, c'est la droite qui est la plus mauvaise gestionnaire. Vous croyez que ce sont des mairies écologistes qui sont mal gérées? C'est Nice, c'est Marseille sous Gaudin. C'est Grenoble, non pas sous Éric Piolle, mais sous Carignon. C'est Châtenay-Malabry en Ile-de-France, la plus grande endettée, mauvaise gestionnaire de sa catégorie. Et c'est bien sûr le Valois-Perret. Alors ça, vous l'avez dit. Et là, c'est pas qu'une question de gestion. Vous l'accusez même d'utiliser l'argent public, c'est bien ça? Oui, bien sûr, je considère qu'elle a fait campagne. Elle dit que vous la calomniez, mais vous en êtes où là dans cette affaire? Alors nous avons saisi la Commission nationale des comptes de campagne, parce qu'en fait, il y a 10 ans, et Valérie Pécresse doit s'en souvenir, elle avait porté un recours contre Jean-Paul Huchon, ancien président de la région, en l'accusant de faire campagne avec les moyens de la région. Elle avait obtenu le rejet des comptes de campagne. Parce qu'il y avait une publicité pour les transports à l'époque, dans la période de réserve. Eh bien, c'est précisément ce qu'elle fait depuis des mois et des mois, mais à une échelle jamais vue. Et donc, nous avons saisi pour une vingtaine de faits la Commission nationale des comptes de campagne pour qu'elle puisse trancher. Et la Commission nationale des comptes de campagne est évidemment souveraine et elle répondra en temps voulu. Alors, je voudrais que vous me répondiez sur les questions identitaires, parce que ça revient dans les attaques de la droite, de l'extrême droite également, une partie de la gauche aussi. Le mois des coloniales à Grenoble, vous avez vu ça? Initiative d'association soutenue dans un premier temps par la mairie de Grenoble, avant qu'elle ne renonce devant la polémique. Il y a eu des tables rondes sur le racisme systémique, le néo-féminisme. Au départ, le maire était partenaire. C'est pas un problème, ça ? Alors, je crois que la mise au point de Éric Piolle, maire de Grenoble, était très claire. La mairie n'était pas partenaire au sens associé au programme. Par contre, comme c'est souvent le cas, elle a prêté des salles ou apporté un soutien logistique, comme pour beaucoup de manifestations, par exemple. Mais on vous renvoie régulièrement sur ces sujets-là. Mais moi, j'ai pas de sujet. Une forme d'ambiguïté sur la question du décolonialisme, on pourrait parler des avenues Bugeaud. Vous savez qu'il y a une statue du nom de ce colonisateur de l'Algérie qui pratiquait ce qu'on appelle les enfumades. C'est-à-dire que vous mettez les femmes, les hommes et les enfants dans une grotte. Et je cite, vous les enfumez comme des renards. Moi, je crois qu'on ne doit pas honorer ce type de personnes. Sa place n'est pas sur l'avenue du Louvre, aile de Rohan, à côté de Corneille et Molière. Non, mais je vous réponds. Bien sûr. Deux questions sur un autre sujet. Le 17 avril 1961 est un crime d'État. Je trouve que pour le 60e anniversaire, on s'honorerait à le reconnaître. Moi, je peux vous répondre sur tous ces sujets. Vous allez nous répondre sur la crise sanitaire également. Il faut qu'on en parle. Il nous reste 2 minutes, je le disais. Le pass sanitaire, très critiqué comme une mesure discriminatoire ou au moins inégalitaire, vous en pensez quoi? Moi, j'ai une crainte, c'est qu'il y ait finalement une sorte de déconfinement à 2 vitesses. Et je pense en particulier à la jeunesse qui va enfin pouvoir se faire vacciner, mais il y a pas beaucoup de vaccins. Hein. C'est compliqué de trouver un rendez-vous. Elle a été, je trouve, patiente, assez exemplaire, lâché par le gouvernement, je pense en particulier à la situation des étudiants et des étudiantes. Et tout à l'heure dans le journal, un DJ disait c'est important de se retrouver. Eh bien, si on leur met de nouvelles barrières, vous voyez, un pass sanitaire, si tout le monde a la capacité de se faire vacciner, c'est tout à fait différent. Si c'est pas le cas, ça revient à mettre de nouvelles barrières, alors qu'on a profondément besoin de se retrouver. Inégalité, une activité, une France à 2 vitesses en quelque sorte. Et une fois que tous les vaccins Autre question. Et je note l'importance cruciale vraiment de vacciner et d'offrir des doses à tous les pays pauvres, parce qu'il n'y a qu'une seule santé et notre santé à nous dépend de la santé des habitants du bout du monde. Emmanuel Macron, à son retour d'Afrique, pourrait, semble-t-il, être exempté de mesures de quarantaine.
C'est ce qu'on entend dire, parce qu'il a déjà eu le Covid. Vous pensez que ce serait un problème ou pas? Moi, je fais confiance à son médecin. Pour le coup, là, je vais pas. Qu'il soit dispensé de quarantaine ou pas, vous n'allez pas dire c'est pas normal. Il faut le surveiller. J'imagine que écoutez, c'est le président de la République pour voyager, qu'il puisse être suivi, avoir un suivi particulier plutôt que moi. Ça ne me choque pas particulièrement. En tout cas, je n'aurais pas polémiqué sur des questions de santé comme on le fait trop souvent. Enfin, d'un mot, est-ce qu'il faut rendre la vaccination obligatoire, comme l'Académie de médecine le demande, maintenant qu'on a les doses? Est-ce qu'au moins certains publics exposés devraient aller se faire vacciner de façon contrainte? Alors, maintenant qu'on a les doses, il faut le dire vite, parce que pour trouver un rendez-vous, ça n'est pas évident, ni même à quelques jours, ni même à 2 semaines. Sur la question de la vaccination obligatoire, j'ai l'impression que ça peut être contre-productif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes vaccinées sont les meilleures ambassadrices et on constate une remontée de l'adhésion vaccinale. Les personnes qui constatent que bien les personnes vaccinées sont plus sereines, et qui hésitaient, se disent bon je vais le faire pour moi et pour les autres. Je pense que c'est comme ça qu'on peut faire progresser l'adhésion vaccinale. Merci Julien Bayou. Merci beaucoup. Secrétaire national Europe Écologie Les Verts, tête de liste régionale en Ile-de-France, invité du 8h30 France Info ce matin.